L'incendie s'est déclaré dans le coin sud-est de notre chapelle familiale. Je m'en souviens très clairement, car c'était exactement là, accroché au mur, que se trouvaient les anciennes tapisseries des ancêtres de la famille de Vaudémont. La langue de feu a d'abord léché la nappe de velours sous l'autel. Puis tel un serpent rouge prenant vie sur la vieille boiserie, elle s'est élancée vers les poutres du plafond, avec une vitesse fulgurante. J'étais terrifiée. Ma plus jeune fille Léontine s'agrippait fermement à ma manche. La voix de l'enfant de 5 ans était déjà enrouée par la fumée âcre. Je la serrais contre moi, tandis que de l'autre main, je tenais de toutes mes forces l'épaule de Cyprien, 6 ans, pour l'empêcher de courir en tous sens paniqué. Mon fils aîné, Ambroise, se tenait à mes côtés. Son petit dos était tendu comme une corde d'arc. Il n'y avait pas de larmes sur le visage du garçon de 7 ans. Il se contentait de couvrir son nez et sa bouche avec sa manche, sans discontinuer ses yeux rougis par la fumée. « Ne paniquez pas, restez près de moi », dis-je doucement. Je conduisis les 3 enfants vers les portes principales de la chapelle, mais à peine avions-nous fait 3 pas qu'une poutre enflammée s'effondra dans un fracas assourdissant, bloquant le chemin vers la sortie. Des étincelles jaillirent sur la petite main de Léontine, et elle poussa un cri. Je cachai précipitamment sa main dans ma manche. « Allons vers la porte latérale ». Je tirai les enfants vers la sortie ouest. La porte latérale était fermée. Je la poussai violemment à 2 reprises, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Verrouillée, je pesais de tout mon poids contre elle avec mon épaule. La lourde porte de chêne émit un bruit sourd, mais resta hermétiquement close. C'était impossible. La porte latérale de la chapelle familiale n'était jamais verrouillée. C'était une ancienne coutume des de Vaudémont, censée laisser un passage pour les âmes des ancêtres. Ambroise tira sur le bord de ma robe et pointa du doigt l'espace sous la porte. Je me mis à genoux et regardai de plus près. À l'extérieur pendait une chaîne de fer flambant neuve. La porte avait été barricadée de l'extérieur. Mes doigts se glacèrent. La fumée devenait de plus en plus épaisse. Je ne voyais presque plus rien à l'intérieur de la chapelle. Le feu dansait sur les murs comme une multitude de mains, se tendant vers nous. Cyprien se mit à tousser violemment. Le petit garçon de 6 ans s'accroupit, son visage bleuissé à cause de l'asphyxie. Ambroise emmène ton frère et ta sœur derrière l'autel. Plaquez-vous au sol et couvrez vos bouches avec un tissu humide. J'arrachai un pan de mon jupon, je mordis mon doigt et en fis couler le sang pour humidifier le tissu. Puis je le tendis à Ambroise. « Et toi, mère ?» Ambroise prit le tissu, mais ne bougea pas. « Obéis !» Il me regarda. Ce regard n'aurait pas dû appartenir à un enfant de 7 ans. Il était profond comme un puits sombre, mais il ne posa pas d'autres questions. Il aida Cyprien à se lever, prit la main de Léontine et en se baissant, recula derrière l'autel. Je me tournai vers les portes principales et criai de toutes mes forces. Au feu, la chapelle brûle. À l'aide, une épaisse fumée s'échappait par les interstices des portes. Dehors, on devait l'avoir remarqué. Et en effet, j'entendis dans la cour un brouhaha de voix et des bruits de pas précipités. « Madame la baronne, êtes-vous là ?» C'était la voix de notre intendant Firmin. « Nous sommes ici. Les enfants sont avec moi. Ouvrez vite, la porte est bloquée. Une poutre s'est effondrée sur le chambranle. Nous essayons de faire quelque chose. » J'entendais les coups de hache résonner à l'extérieur, essayant de dégager le passage. Et puis j'entendis une autre voix. « Olympe, Olympe, où es-tu » C'était Théobald, le maître de ce domaine, mon époux. Sa voix venait de l'autre bout de la cour empreinte d'une angoisse et d'une panique que je ne lui avais jamais connue. Presque aussitôt, la voix pleurnicharde et tremblante d'Olympe retentit. « Théobald, je suis tombée. Mon ventre me fait si mal. N'aie pas peur, je suis là, je suis près de toi. » La voix de Théobald devint soudain tendre d'une douceur inouïe. Comme s'il était un tout autre homme. Je m'appuyai contre le bois brûlant de la porte et regardai par la fente. Le feu éclairait un coin de la cour. Théobald était un genou à terre, soutenant délicatement Olympe par la taille pour l'aider à se relever. Olympe portait une élégante robe de soie jaune. D'une main, elle tenait son ventre légèrement arrondi. Son maquillage était impeccable et ses larmes coulaient juste ce qu'il fallait pour inspirer la pitié.
Il n'y avait pas une seule tache de suie sur elle. L'intendant Firmin courut vers eux. « Monsieur le baron, madame et les 3 enfants sont toujours dans la chapelle. » Théobald se retourna et regarda la chapelle noyée dans la fumée. Puis, il regarda Olympe dans ses bras. Il fit son choix. Olympe est de santé fragile et elle attend un enfant. Je vais d'abord la mettre en sécurité. Il prit Olympe dans ses bras et lança à l'intendant. Continuez à éteindre le feu que la baronne et les enfants patientent encore un peu. Juste un peu. Je me tenais dans la lueur des flammes et je le regardais s'éloigner rapidement. Les reflets du feu glissèrent sur sa redingote et cette couleur rouge me brûla les yeux. Je ne l'appelais pas. Je ne ressentis même pas de douleur au cœur. Ou plutôt, à cet instant, c'était comme si l'on m'avait privé de tous mes sens. Le sol sous mes pieds était brûlant, je le savais. Mes paumes s'appuyaient sur des éclats de tuiles brisées. Les morceaux coupaient ma peau et des gouttes de sang roulaient sur mes doigts. Je le savais aussi. Mais je ne ressentais ni la chaleur, ni la douleur. Mes cils tremblaient violemment. Je sentais ce fin tremblement, comme si à l'intérieur de moi, quelque chose se déchirait fil par fil. « Madame la baronne, tenez-vous le cou. » La voix de l'intendant me parvint à travers la fumée. On y entendait déjà des larmes. J'ouvris la bouche, mais ma gorge était obstruée par la suie et je ne pus émettre le moindre son. Je baissai les yeux vers mes mains. La cendre s'était accumulée sous mes ongles et les ongles mêmes avaient noirci. Soudain, je me souvins du jour de notre mariage, lorsque Théobald m'avait lui-même glissé un peigne d'or dans les cheveux en disant « Léocadie, désormais tu fais partie de la famille de vos démons. Je te protégerai de toutes les tempêtes. » Derrière moi s'éleva la toux de Léontine faible, saccadée, comme la flamme d'une bougie sur le point de s'éteindre. Je me retournai pris une grande inspiration de cette fumée âcre qui faillit me faire perdre connaissance, me courber et ramper derrière l'autel. Les 3 enfants étaient blottis en tas dans un coin. Ambroise couvrait les plus jeunes de son corps. En me voyant ramper vers eux, il tendit la main et m'agrippa. « Mère, père ne viendra pas, n'est-ce pas ?» Lorsque l'enfant de 7 ans prononça ces mots, sa voix était d'un calme effrayant. Je les enlaçai tous les 3. Je les serrai si fort que mes os craquèrent. « Il ne viendra pas, » dis-je. Le feu rugissait au-dessus de nos têtes comme une bête enragée. Je ne sais combien de temps passa. Les voix à l'extérieur semblaient s'éloigner. L'intendant criait toujours, mais le son devenait flou, comme perçu à travers une masse d'eau. Avaient-ils été repoussés par le feu ou quelqu'un les avait-il éloignés? Je n'arrivais pas à comprendre. Cyprien ne pouvait même plus tousser. Il avait enfoui son visage dans ma poitrine. Son corps brûlait de fièvre. Léontine avait cessé de pleurer. Elle était allongée silencieusement sur mon dos. Ses petites mains s'agrippaient fermement à mon col, comme un chaton effrayé. « Mère !» Ambroise tira soudain ma manche et montra le sol. « Regarde ces dalles de pierre. » Je baissai la tête. Le sol sous l'autel était pavé de pierres lisses, comme partout ailleurs dans la chapelle. Mais les dalles qu'Ambroise pointait du doigt étaient légèrement plus sombres que les autres et les joints entre elles nettement plus larges. « Elles sont posées différemment, » dit Ambroise d'une voix rauque après avoir avalé de la fumée, mais son ton était d'une clarté absolue. « Regarde, les autres dalles sont bien jointives, mais sous celle-ci, il y a du vide. Si on marche dessus, elle s'enfonce un peu. » Je me figeais, je tapais avec les jointures de mes doigts sur les dalles. Le son était effectivement creux. « Aide-moi » dis-je à mon fils. Nous nous y mîmes à 2. Mes doigts étaient presque engourdis par la chaleur et glissèrent à plusieurs reprises. Ambroise agissait sans panique. Il utilisa d'abord un lourd chandelier en bronze de l'autel pour soulever le bord d'une dalle. Puis, nous la retirâmes entièrement. Sous la première dalle s'ouvrit un gouffre noir. Du trou montait la froideur et l'humidité de la terre, contrastant brutalement avec la fumée brûlante au-dessus de nos têtes. « Un passage secret », dit Ambroise. Je retirai rapidement les autres dalles. L'ouverture devint assez grande pour qu'un adulte puisse s'y glisser de côté. Des marches de pierre irrégulières descendaient, disparaissant dans les ténèbres. La chapelle familiale des de Vaudémont avait été construite au siècle dernier. On disait que les ancêtres avaient creusé un passage secret menant du domaine vers l'extérieur du bourg
en cas de révolte paysanne pendant la Révolution. Les archives familiales le mentionnaient en passant, mais personne ne se souvenait de l'emplacement exact. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon fils de 7 ans le trouve. « Ambroise, comment as-tu su, quand nous venions ici pour la messe ?» J'avais remarqué que la maçonnerie et les joints ici étaient différents du reste du sol. Tout en parlant, Ambroise avait déjà hissé Cyprien sur son dos. « Mère, dépêchons-nous !» Je pris Léontine dans mes bras, m'apprêtant à descendre, mais je m'arrêtai soudain. Je regardais la chapelle en flammes. « Attendez !» J'arrachai de mon cou mon médaillon en argent, un cadeau de ma mère avant mes noces que je portais depuis 7 ans. Mon nom de jeune fille y était gravé. Je déchirai un morceau de tissu de ma manche, retirai 2 épingles de mes cheveux et jetai le tout sur le sol, au plus près des flammes qui avançaient. « Ambroise, laissez ici vos médailles de baptême !» Ambroise me regarda. Les flammes se reflétaient dans ses yeux. Il ne demanda pas pourquoi. En silence, il retira sa médaille, puis celle du cou de Léontine. Il les posa soigneusement là où les flammes allaient bientôt arriver. Je m'accroupis et regardai mes 3 enfants droit dans les yeux, détachant chaque mot. « Accrochez-vous à moi. À partir d'aujourd'hui, notre nom n'est plus de vos démons. » Ambroise hocha la tête. « Plus de vos démons. » Cyprien toussait violemment, mais il répéta de façon inintelligible après son frère. Léontine cacha son visage dans mon cou et demanda doucement. « Mère, quel est notre nom de famille alors ?»« Léontine de Lignières, » répondis-je. « Nous prendrons mon nom de jeune fille. » Je descendis la première dans le passage secret, avec Léontine dans les bras. Ambroise avec Cyprien sur le dos me suivit. Le passage était très étroit. Les murs de pierre étaient couverts de mousse humide. D'une main, je protégeais la tête de Léontine, de l'autre, je m'agrippais au mur glissant. Les marches de pierre étaient inégales. J'ai failli tomber à plusieurs reprises. Derrière nous, quelque part au-dessus, retentit un fracas épouvantable. Apparemment, la poutre principale de la chapelle venait de s'effondrer définitivement. « Avançons plus vite », dis-je. Le passage descendait, puis se transforma en un sentier plat serpentant vers le nord. Je ne pouvais pas déterminer la direction. Je devinais seulement à l'inclinaison que nous montions. Environ une demi-heure plus tard, une faible lumière apparut droit devant. C'était la lumière de la lune. La sortie se trouvait sur une lande abandonnée, cachée par des buissons desséchés. J'écartai les branches, et le vent glacial de la nuit me frappa au visage. Je pris une grande inspiration. L'air brûla mes poumons comme une lame, mais c'était un air pur, sans fumée. Nous étions sortis. Ambroise émergea derrière moi, déposa Cyprien à terre, puis se retourna vers la sortie. Après avoir réfléchi, il rassembla des pierres et des branches mortes et obstrua le trou. « Comme ça, ils ne le trouveront pas de sitôt », dit-il. Je regardai ce garçon de 7 ans et j'eus un pincement au cœur. Mais il n'y avait pas de temps pour les effusions. Je pris Léontine dans mes bras, me levai et regardai en arrière vers le domaine des 2 Vaudémons. La lueur de l'incendie illuminait la moitié du ciel. Au loin, on entendait des cris, des bruits d'eau et de l'agitation. C'étaient les gens de Vaudémont qui éteignaient le feu, mais personne ne viendrait nous chercher sur cette lande, car pour eux l'épouse légitime mal aimée et ses 3 enfants avaient déjà été réduits en cendres avec la chapelle. Le vent froid d'automne s'engouffrait dans mon col, me glaçant jusqu'aux os. J'enveloppai Léontine dans ma veste de dessus, ordonnai à Ambroise de prendre la main de Cyprien et nous marchâmes sur la lande en direction de la route principale. La lune brillait vivement, éclairant nettement les pierres et l'herbe sèche sur le chemin. C'était la seule chose dont on pouvait se réjouir. Les ampoules en sang sur mes pieds étaient probablement dues aux pierres pointues du tunnel. Chaque pas provoquait une douleur cuisante. Mais comparé à cet incendie dans mon dos, cette douleur n'était rien. « Mère, où allons-nous » Ambroise marchait à mes côtés. Sa voix était devenue rauque, pas du tout celle d'un enfant. « Dans les Hautes-Alpes, répondis-je. Chercher mon oncle. Oui, ton oncle. Mon frère Béranger de Lignières avait quitté la capitale 10 ans plus tôt pour rejoindre une garnison frontalière. Ayant commencé comme simple officier, il s'était élevé jusqu'au rang de commandant en second de la forteresse. Nous correspondions rarement. Dans sa dernière lettre, il y a 3 ans,
Il écrivait que les hivers dans les Alpes étaient rudes et m'ordonnait de vivre paisiblement à Paris. Vivre paisiblement. Je regardais Léontine, dans mes bras. Elle s'était endormie, mais même dans son sommeil, ses petites mains s'agrippaient à mon col avec la force du désespoir. Ses sourcils étaient légèrement froncés et sa respiration était saccadée avec des râles, comme si quelque chose était coincé dans sa gorge. Elle avait inhalé trop de fumée. J'accélérais le pas. Arrivé sur la route, j'arrêtai une charrette marchande qui roulait dans la nuit. Le vieux charretier nous jeta un regard méfiant. Une femme en haillons avec 3 enfants, les visages couverts de suie du sang séché sur les mains. Nous avions l'air de véritables vagabonds. « Votre maison a brûlé ?»« Oui, » répondis-je. « Amenez-nous jusqu'au relais de poste du Nord. » Je retirai de mes cheveux ma dernière épingle. C'était un objet à moi qui n'appartenait pas au de Vaudémont. Une épingle en argent ornée d'une petite émeraude d'assez belle facture. Prenez ceci en guise de paiement pour le trajet. Le vieil homme hésita, prit l'épingle, la tourna dans ses mains et hocha la tête. Montez! La charrette était remplie de sacs. Il ne restait qu'un peu de place tout au bord. J'y installai les enfants, en plaçant sous eux des sacs en toile de jute vide. Cyprien toussait toujours. Je posais sa tête sur les genoux d'Ambroise et le tournais sur le côté pour l'aider à respirer. La charrette s'ébranla en grinçant. À chaque bosse, nous étions secoués au point d'avoir l'impression que nos os allaient se disloquer. « Mère, » demanda soudain doucement Ambroise, « que s'est-il passé? Pourquoi père n'est-il pas venu nous sauver ?» Je gardai le silence un moment, parce qu'il avait décidé qu'Olympe était plus importante que nous. Mais pourquoi cette question était trop complexe? Si complexe qu'une femme mariée à la maison de Vaudémont il y a 7 ans, lui ayant donné 3 enfants, ayant géré tout le domaine sans jamais recevoir de lui, la moindre parole aimable, ne savait pas comment y répondre. « Tu comprendras quand tu seras grand. » Ce fut tout ce que je pus dire. Ambroise ne posa plus aucune question. Il baissa la tête et commença à tapoter doucement le dos de Cyprien pour l'aider à respirer. Au relais de poste, j'échangeai une petite pièce d'argent que j'avais cachée dans le soulier de Léontine pour louer la chambrette la moins chère pour la nuit. Avant l'aube, avec les quelques sous restants, j'achetai 4 biscottes dures et un pichet de bouillon d'eau chaude. Pendant que nous mangions, Léontine dit soudain « Mère, le pain est si dur, je ne peux pas croquer. » Hein? Je brisai la biscotte, jetai les morceaux dans le bol d'eau chaude et commençai à la nourrir avec le pain ramolli. Ambroise rongeait sa biscotte en silence, sans se plaindre. Cyprien, imitant son frère aîné, mordait dans le pain et buvait de l'eau. Il mangeait avec concentration. Il n'avait jamais mangé une telle nourriture auparavant. Au domaine des de Vaudémont, même dans l'aile mal aimée de la maison, les repas étaient toujours composés de pain brioché et de 3 services. Mais aucun des enfants ne dit « Je veux rentrer à la maison ». En quittant le relais, je commençai à évaluer mes ressources. Il ne me restait de valeur qu'un fin bracelet en argent, au poignet issu de la dot de ma mère, et un louis d'or qu'Ambroise cachait dans sa chemise, un cadeau de sa grand-mère pour son premier anniversaire. L'or, il le gardait et n'avait pas l'intention de le dépenser. Dans le village suivant, j'échangeai le bracelet en argent contre la pire charrette paysanne avec un cheval. L'auve était trouée. Les essieux grinçaient comme si la charrette allait s'effondrer. Mais une charrette valait mieux que rien. Au moins, les enfants n'avaient pas à marcher. Mère est-ce loin d'ici les Hautes-Alpes. Ambroise était assis sur le siège imitant le charretier et tenant les rênes. « Des centaines de lieues, répondis-je. Et combien de temps allons-nous rouler si c'est rapide? 20 jours et si c'est lent, je le regardais. Nous ne roulerons pas lentement. » En avançant vers l'est et le sud, nous sentions qu'il faisait de plus en plus froid. Je dépensais les quelques pièces de cuivre restantes avec une extrême parcimonie. Le pain noir paysan était la nourriture la moins chère, dure comme de la pierre, mais il calait l'estomac. Parfois, en traversant des villages, je m'arrêtais et j'aidais à réparer de simples outils. Je redressais le soc d'une charrue, je réparais la roue d'un rouet, je réajustais l'axe d'un moulin. En échange, je demandais un repas chaud ou une brassée de bois de chauffage. C'était un métier que j'avais appris avant mon mariage. Mon père était ingénieur en chef à l'Arsenal royal. J'ai grandi à ses côtés
et j'ai appris à lire des plans, à façonner des pièces et à calculer des charges avant d'apprendre à broder ou à cuisiner. Après mon mariage avec de Vaudémont, ces compétences ne m'avaient jamais servi. Théobald disait qu'il ne convenait pas à l'épouse d'un baron de s'adonner à des travaux d'artisan. Maintenant, c'était devenu notre billet pour la survie. La toux de Léontine ne passait pas. Chaque nuit, elle toussait violemment, son visage était brûlant. Je lui infusais de la menthe sauvage cueillie au bord de la route et je la couvrais avec mes propres vêtements. Le vent nocturne s'engouffrait par les trous de la charrette. Le froid nous faisait claquer des dents. « Mère, tu n'as pas froid ?» Léontine se serra contre moi et leva la tête. « Non, » répondis-je. Ambroise enleva silencieusement sa veste et la jeta sur mes épaules. J'essayais de la lui rendre, mais il retint ma main. « Mère, tu n'as pas le droit de tomber malade. » Les mots du garçon de 7 ans résonnaient comme ceux d'un adulte. « Si tu t'effondres, nous n'arriverons pas tous les trois à la forteresse. » Je le regardais, ses lèvres gercées par le vent et son front desquamé par les brûlures, et soudain, je sentis les larmes me monter aux yeux. Mais je ne pleurais pas. Depuis l'instant où nous avions quitté les ruines fumantes, je me répétais que je n'avais pas le droit de pleurer. Sur cette route, les larmes n'ont aucune valeur. Elles ne nourrissent pas. Elles ne guérissent pas. Elles ne feront pas courir le cheval plus vite et ne soulageront pas la toux d'un enfant. J'emmitouflai Ambroise, plus chaudement prit les rênes et continuai le voyage dans l'obscurité nocturne vers les montagnes. La charrette grinçait sous la lumière de la lune. Les 3 enfants s'endormirent peu à peu bercés par les secousses. D'une main, je tenais les rênes, et de l'autre, je posais doucement ma paume sur le dos de Léontine, sentant le rythme de sa respiration. La respiration était encore sifflante, mais déjà plus claire qu'il y a quelques jours. Devant nous, il n'y avait rien, ni lumière, ni habitation. Seulement des ténèbres infinies et un vent de plus en plus froid. Mais c'était notre seule direction. « You !» commandai-je doucement. Le cheval s'ébroua et avança. Derrière nous, à l'horizon ouest, il n'y avait plus le moindre reflet de feu. Le camp militaire était situé au pied des massifs alpins. De loin, les rangées de tentes et de casernes en bois ressemblaient à des écailles grises collées à la terre gelée. Nous arrivâmes au coucher du soleil. La roue droite de notre charrette s'était fissurée et menaçait de se détacher à chaque pas. Ambroise sauta du siège, inséra un bâton trouvé en chemin dans le moyeu, et c'est ainsi que nous nous traînâmes jusqu'aux portes du camp. La sentinelle nous arrêta. « Qui êtes-vous ? Transmettez au commandant en second Béranger de Linières que sa sœur Léocadie est arrivée. » Le soldat me jaugea du regard, cheveux ébouriffés, visage sale haillon. Une petite fille qui tousse dans les bras derrière 2 garçons squelettiques. On ne ressemblait en rien à la famille d'un commandant, la sœur de son Excellence. La voix du soldat trahissait un doute évident. « Avez-vous une preuve ?» Je sortis de mon corsage la moitié d'un seau familial en bronze. Les bords étaient déjà usés jusqu'à briller. C'était une relique des de Linières que mon père avait divisée entre mon frère et moi avant sa mort. Le soldat la prit, la regarda, et quelque chose changea sur son visage. Il fit demi-tour et courut dans le camp. Moins d'1 quart d'heure plus tard, j'entendis des pas précipités. Et alors, je vis Béranger. Il était devenu 2 fois plus large qu'il y a 10 ans. Des épaules, comme un mur, une profonde cicatrice de sabre barrant son visage. Il marchait à grands pas, mais à mi-chemin, il s'arrêta brusquement. Il m'avait vu. Je me tenais près de la charrette brisée. Les semelles de mes chaussures étaient percées de part en part. Mes orteils dépassaient bleués par le froid. Mes cheveux étaient emmêlés. Mon visage couvert d'une suie indélébile. Dans mes bras, Léontine toussait. Derrière moi, Ambroise et Cyprien maigre comme des échalas. Les yeux de Béranger devinrent instantanément rouges. Léocadie, sa voix trembla. « Que t'est-il arrivé ?» J'ouvris la bouche, voulant dire quelque chose, mais c'était comme si une boule de coton était coincée dans ma gorge. 20 jours de voyage, 20 jours sans sommeil, 20 jours à serrer les dents. Depuis que j'avais fui les flammes, je m'étais juré de ne pas m'effondrer. Mais à cet instant, en voyant le visage de mon frère, mes genoux cédèrent soudainement. Ambroise me soutint par derrière.
Mon oncle, prit-il la parole à ma place d'une voix neutre. Mère nous a amenés de Paris jusqu'à vous. Dans la maison des de Vaudémont, nous n'avions plus de vie. Béranger franchit la distance en 2 bonds, prit Léontine de mes bras et me soutint par le coude. Sa main était rugueuse et chaude comme un morceau de fer chauffé à blanc. Entrons à l'intérieur, vous me raconterez après. Sa voix était étouffée. Béranger nous installa dans une petite cabane de bois derrière son quartier général. Elle était exiguë mais bien chauffée. Le médecin militaire arriva, examina la gorge de Léontine, dit que les voies respiratoires étaient brûlées par la fumée et qu'elle avait besoin de repos. Cyprien toussait moins. Après 2 doses de potion, il se sentait mieux. Après avoir couché les enfants, je m'assis près du poêle et racontai à Béranger tout ce qui s'était passé durant ces 20 jours. Il resta longtemps silencieux après m'avoir écouté. La porte de la chapelle verrouillée de l'extérieur, finit-il par articuler, grinçant des dents. Cet incendie a été déclenché exprès pour vous brûler vif. Je ne répondis rien, mais mon silence était une confirmation. Béranger bondit, frappa la table du poing si fort qu'une chope sursauta et se brisa sur le sol. Je pars pour la capitale. Je vais le tuer. Mon frère, je l'appelais. Il pense que nous sommes morts. Tout le monde pense que nous sommes morts. Je n'ai pas besoin que tu le tues maintenant. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment ce qu'il a jeté aux ordures se transforme en un sommet inatteignable pour lui. Béranger me regarda et se laissa lentement retomber sur sa chaise. « Et que comptes-tu faire ?»« D'abord survivre, » répondis-je. « Et vivre mieux que lui. » Le lendemain, je me promenais dans le camp pour observer. Près de la tente de l'infirmerie, j'entendis le cri déchirant d'un jeune soldat. Je soulevai la toile et entrai. Sur un lit en bois gisait un jeune homme d'une 20aine d'années. Sa cuisse droite était enflée. Son tibia était tourné dans un angle non naturel. Le médecin militaire ruisselait de sueur. 2 infirmiers tenaient le soldat par les épaules, mais personne n'osait toucher la jambe. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. Le médecin se retourna, me reconnaissant visiblement comme la sœur du commandant, et répondit à contre-cœur. L'essieu de la charrette s'est brisé, et le timon lui est tombé sur la jambe. L'os du fémur est déplacé. Je n'arrive pas à le remettre en place. Si on tire, il faudra amputer. Je m'approchai du lit, me penchai et examinai la jambe. Le déplacement de l'os se faisait vers l'extérieur. Les muscles avaient déjà commencé à se crisper, bloquant le fragment. Si l'on tirait simplement par la force, cela ne ferait qu'aggraver la blessure. Avez-vous 2 planches droites rigides de la longueur d'un bras ? Le médecin était décontenancé. Oui, mais pourquoi faire ? Il me faut une large bande de tissu et une cruche de la plus forte eau-de-vie. Le médecin incrédule envoya chercher le nécessaire. Quand on m'apporta les objets, je versai l'eau-de-vie sur mes mains, les frictionnai et versai le reste, sur la peau, autour de la blessure. Le soldat faillit bondir de douleur. « Tenez-le », ordonnai-je aux infirmiers. Ensuite, je plaçai les planches des 2 côtés de la cuisse. Je serrais avec le tissu, créant un système de levier très simple. Une extrémité s'appuyait contre l'articulation de la hanche comme point d'appui, et sur l'autre, je pressais lentement avec ma paume, utilisant le principe du levier pour repousser l'os disloqué millimètre par millimètre. Un déclic sourd retentit. L'os s'était remis en place. Le cri du soldat s'interrompit brusquement. Il s'affaissa sur le lit, respirant lourdement. J'utilisai le reste du tissu et des planches pour faire une attelle rigide. 3 mois sans se lever. Changer le pansement tous les 7 jours. Je me levais et essuyais le sang de mes mains avec un chiffon. Le médecin me regardait la bouche grande ouverte. « Vous êtes médecin ?»« Non, » répondis-je en balayant la question. « Je m'y connais juste un peu en mécanique. » À l'entrée de la tente, une foule s'était déjà rassemblée. Plusieurs officiers me regardaient avec des expressions complexes. Béranger se tenait au dernier rang, les bras croisés sur la poitrine et les coins de ses lèvres étaient légèrement relevés. Dès le 3e mois de notre séjour dans les montagnes, je commençais à modifier les chariots militaires. Les charrettes du camp étaient d'anciens modèles lourdes, avec des essieux fragiles. Sur les routes rocailleuses et gelées, elles ne tenaient pas 10 lieues. Béranger se plaignait souvent que la réparation engloutissait un 5e du budget militaire.
J'ai passé un demi-mois à démonter tous les types de chariots du camp. J'ai dessiné des centaines de plans en calculant les charges. Le problème résidait dans le matériau et la structure des essieux des roues. Le fer était trop cassant dans le froid, le bois trop tendre. Il n'y avait aucune absorption des chocs. La solution n'était pas si compliquée. Remplacer les essieux en fer par des essieux composites de bois et de fer. Ajouter des garnitures en cuir de bœuf imprégnées de graisse comme amortisseur. Modifier la forme des rayons en arc pour répartir l'onde de choc. Le plus dur était de le concrétiser. Les forges locales étaient pauvres, les outils manquaient et le fer était une denrée rare. J'ai étalé mes plans sur la table de l'atelier et pendant 3 jours je n'ai presque pas fermé l'œil, calculant les paramètres et surveillant les forgerons. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un homme. Il se faisait appeler Côme. C'était un serviteur muet, grand, les épaules larges. Il portait toujours une chemise grise, délavée. Son visage était agréable, mais perpétuellement renfrogné, comme si quelqu'un lui devait 1000 francs. On l'avait envoyé fendre du bois et faire bouillir de l'eau. Les premiers jours, je n'avais pas fait attention à lui, mais j'ai progressivement remarqué que ce muet accomplissait chaque tâche avec une précision incroyable. Il empilait le bois exactement à la même taille, retirait l'eau du feu juste au bon moment. Et un jour, quand le vent a éparpillé mes plans, il les a ramassés et me les a tendus dans le bon ordre. Du plan général à la spécification des détails. Un manœuvre muet qui comprend la logique des dessins techniques. Je levai les yeux et le regardais. Il baissa le regard, posa la dernière feuille sur la table avec un visage impassible et retourna à ses bûches. L'eau bouillait. « Retire-la, dis-je. » Il s'arrêta 1 seconde, puis retira la bouilloire en cuivre, la posa près de moi et se retira silencieusement dans un coin. Je ne cherchais pas à le démasquer. Tant qu'il ne me gênait pas qu'il fasse ce qu'il veut. Les jours succédaient aux jours. Le premier prototype du chariot militaire modifié était prêt. Le jour de l'essai, Bérenger le fit courir personnellement sur la place d'armes pendant 10 tours. Le chariot avançait de manière fluide, comme cloué au sol. Les essieux n'émirent pas le moindre bruit. Un travail excellent. Bérenger sauta à terre, tapota la caisse et me leva le pouce. Mais de simples chariots ne me suffisaient pas. Dans la ligne de défense des Hautes-Alpes, il y avait une faille béante, le manque d'armes à longue portée. Les arbalètes du camp tiraient à courte distance, se rechargeaient lentement et leur précision était désastreuse. Face à la cavalerie des envahisseurs, elles étaient inutiles. Je me lançai dans la conception d'une nouvelle arme, un scorpion mécanique à 9 tirs consécutifs. L'idée était d'utiliser un système de cliquet au lieu d'une simple corde permettant un armement et un tir continu. Cela nécessitait la fabrication de pièces d'une précision absolue. Seul je n'y arriverais pas, alors j'appelai Côme. Lime ceci. Je posai devant lui un morceau de fer et le plan de la pièce. Il regarda le dessin, prit la lime et commença à travailler en silence. Ses mouvements étaient assurés plus fermes que ceux d'un vieux maître forgeron. Il façonna la pièce, de la taille d'un doigt, en 1 demi-heure. Les dimensions correspondaient parfaitement. « As-tu déjà fait cela auparavant ?» demandai-je. Il secoua la tête. « Alors d'où te vient cette main si sûre ?» Il leva la main et fit un geste dans les airs, comme s'il tenait la poignée d'un sabre. « L'escrime forme la main, murmurai-je, et je ne posai plus de questions. C'est ainsi que nous avons travaillé. Je dessinais, il usinait les pièces. Je calculais les paramètres, il faisait chauffer l'eau. Parfois absorbé par mes plans, j'oubliais de manger, et je découvrais ensuite sur le bord de la table un morceau de pain ou un bol de soupe chaude. Nous ne nous parlions presque jamais, seul résonnait le bruit de la lime et le crépitement du bois dans le poêle. En revanche, Léontine s'était beaucoup attachée à Côme. Guérie de sa toux, elle se mit à courir partout dans le camp. Un jour, elle remarqua qu'au verso de mes plans ratés, s'étaient imprimés de beaux motifs à l'encre. Elle supplia Côme de découper le papier en feuilles bien droites et alla les vendre au marché local. « Qui va acheter ça ?» demandai-je. « Mère, tu ne sais pas. Les négociants au marché font leur compte sur du papier grossier. Alors je vends ton papier taillé au format lettre, le motif vers le haut.
1 sou pour 2 feuilles. C'est beau et pratique. Léontine comptait sur ses doigts. Aujourd'hui, j'ai gagné 63 sous. La petite fille de 10 ans révélait une véritable fibre commerciale. Je la regardais sans rien dire, mais les coins de mes lèvres tressaillirent. Côme se tenait à côté et regardait aussi Léontine. Dans ses yeux, un sourire imperceptible sembla passer, mais il reprit vite sa sévérité habituelle. 5 années passèrent rapidement, si vite que parfois il me semblait que l'incendie de Paris appartenait à une vie antérieure. À l'automne de la 5e année, eut lieu une invasion massive des troupes piémontaises. 30 000 cavaliers couvrirent, comme une nuée noire, les vallées au-delà des montagnes. Béranger mena les troupes à leur rencontre. La bataille dura 7 jours et 7 nuits. Mes chariots modifiés furent déployés en première ligne de défense. Les essieux composites grondaient sourdement sur la terre gelée. Les balistes à répétition étaient installés derrière les charrettes. Les cliquetis résonnaient comme des incantations. Le 4e jour, le gros des forces ennemies lança l'assaut le plus violent. 3000 cavaliers lourds s'élancèrent sur la croûte de glace. La terre tremblait sous les sabots. Salve des scorpions. Une nuée de carreaux assombrit le ciel. Vague après vague, sans interruption. Une arbalète ordinaire nécessitait 15 secondes pour recharger. La mienne, 3. La cavalerie ennemie perdit un tiers de ses hommes sans avoir franchi 50 pas. Le 7e jour, l'ennemi était anéanti. Lorsque la nouvelle de la victoire atteignit Paris, nous étions en décembre, l'empereur fut ravi. En plein Conseil d'État, un décret impérial fut promulgué. Le commandant en second de la garnison Berenguer de Lignières était élevé au rang de duc de l'Empire, titre héréditaire. La créatrice de ces armes, Léocadie, pour avoir accompli un exploit majeur, se vit octroyer le titre de dame du palais impérial, un brevet d'or et une distinction honorifique. Elle devait se rendre immédiatement dans la capitale pour y recevoir ses honneurs. Le jour où le décret arriva dans notre cour, je travaillais sur un nouveau plan dans l'atelier. Béranger entra personnellement avec le parchemin scellé du sceau impérial. Derrière lui suivait un chambellan de la cour et un détachement de la garde. La cour se remplit de monde. Tous s'inclinèrent. Je posai ma plume et m'essuyai les mains tachées d'encre avec un mouchoir. « Madame la duchesse, dame du palais, veuillez recevoir le décret de Sa Majesté », annonça le chambellan avec un sourire éclatant. Je sortis dans la cour, soulevai légèrement ma jupe et fis la révérence. Chaque mot du décret résonna fort et clair, mais je ne retins que la dernière phrase se rendre immédiatement dans la capitale pour être présentée au palais. À Paris, je me relevai, acceptai le parchemin, avec un visage d'un calme absolu. Ambroise se tenait à ma gauche. L'adolescent de 12 ans était déjà le meilleur élève du lycée local. Léontine se tenait à ma droite. La fillette de 10 ans gérait avec succès la plus grande guilde marchande des territoires alpins. Cyprien se tenait derrière Ambroise. À 11 ans, il était inscrit sur les registres du régiment et était devenu le plus jeune sous-lieutenant de la garnison. Les 3 enfants se tenaient plus droits que quiconque. Côme se tenait dans l'embrasure de la porte de l'atelier. Sa chemise grise était couverte de limailles de fer. Il regardait tout cela sans émotion apparente, mais je remarquai que ses doigts se crispaient sur le chambranle de la porte. Ce soir-là, Bérenger donna un banquet. Il but pas mal, tapa du poing sur la table et me dit « Léocadie, tu retournes à Paris, bien que ces gens voient ce que valent les femmes de la maison de Lignières. » Je tenais une tasse de thé, je ne buvais pas. « Mon frère, je ne retourne pas seulement pour la récompense. » Béranger me regarda. L'ivresse se dissipa un peu. « Et pourquoi d'autres? Il y a 5 ans, il y a eu un incendie, dis-je doucement, et des comptes à régler, que je n'ai pas oubliés. » Béranger resta silencieux, vida son verre d'un trait et dit « Agis, ton frère te soutiendra. » Le jour du départ, le temps était clair. Le ciel au-dessus des Alpes était bleu comme de la soie lavée. Je m'assis dans la calèche, entr'ouvris le rideau et regardai les montagnes. 5 ans plus tôt, j'étais arrivée ici avec 3 enfants mourants, sans un sou en poche, couvertes de suie et les mains en sang. 5 ans plus tard, je retourne à Paris avec le titre de dame du palais et 3 enfants autonomes. La calèche s'ébranla vers le nord-ouest. Côme montait un cheval noir se tenant derrière le cortège. Je le regardai par l'interstice du rideau.
Il était toujours aussi renfrogné, mais il avait troqué sa chemise grise contre un uniforme en drap sombre, et un sabre pendait à sa taille. Un serviteur muet. Je laissai retomber le rideau et souris. Le cortège d'une dame du palais impérial était le spectacle le plus pompeux que j'aie jamais vu. Un immense carrosse aux dorures éclatantes. Devant roulaient des gendarmes ouvrant la voie derrière l'escorte de la garde impériale. Béranger chevauchait à côté du carrosse. Sa cuirasse brillait et la cicatrice sur son visage blanchissait au soleil. L'entrée dans Paris eut lieu à la mi-septembre. La rue de Rivoli avait été dégagée. Les badauds se pressaient des deux côtés. Les tambours de la garde résonnaient à en rendre sourd. C'est le carrosse du duc de Linières. Et à l'intérieur, c'est la dame qui a inventé ces armes miracles. Une femme, est-ce vraiment possible? Le murmure des voix pénétrait dans la cabine. J'étais assise bien droite, les mains croisées sur les genoux. Sur mes épaules reposait le lourd ruban de mon ordre et ma robe de cour scintillait de broderies d'or sous le soleil. Léontine, assise en face, entr'ouvrit le rideau et dit doucement « Mère, regarde là-bas. » Je suivis son regard. À l'angle de la rue, la foule était repoussée par les gardes. Un couple se retrouvait coincé contre les marches. L'homme portait une redingote bleue d'un drap correct, mais dont les poignets étaient déjà effilochés. La femme le tenait par le bras, l'ourlet de sa robe jaune était taché par la boue de la bousculade. L'homme regardait approcher le somptueux carrosse avec une expression complexe de l'envie du dépit et une mélancolie indéfinissable. La femme tira sur sa manche. « Théobald, quelle pompe! Une dame du palais est plus riche que l'équipage d'un comte. »« Quel comte ?» corrigea doucement l'homme. « Son titre a été abaissé depuis longtemps. Il n'est plus qu'un simple baron. » Théobald, 5 ans avaient passé. Il avait maigri. Ses pommettes étaient saillantes, ses yeux enfoncés, et ses tempes grisonnaient. De ce baron altier et plein d'assurance qu'était de Vaudémont, il ne restait plus rien. Et Olympe, cette même femme qu'il avait portée dans ses bras hors de l'incendie, avait elle aussi perdu son charme. La poudre ne masquait pas les rides au coin de ses yeux, elle pinçait les lèvres fermement, comme si elle endurait une douleur secrète. Mon carrosse passa devant eux. Les pompons d'or se balancèrent au vent, jetant une ombre sur leurs visages. Théobald leva machinalement les yeux vers la vitre du carrosse. Le rideau était épais. Il ne pouvait rien distinguer. Mais il le regarda longuement fronçant de plus en plus les sourcils. La silhouette de la femme dans le carrosse. Pourquoi lui semblait-elle familière? Olympe le tira. « Théobald, tu la connais. » Il secoua la tête et détourna le regard. « Allons-y, ne bloquons pas le passage. » Ils se faufilèrent dans la foule et disparurent, sous les cris de « Vive l'empereur !» Je laissai retomber le rideau. Mon visage était impassible. Ambroise, qui chevauchait à côté du carrosse, demanda doucement « Mère, tu as vu? Tu penses qu'ils nous ont reconnus? » « Non, » répondis-je. « Personne ne se souvient du visage des morts. » Ambroise ne dit rien de plus. Il fit avancer son cheval d'un pas protégeant le carrosse de son corps. Le dos de l'adolescent de 12 ans était droit comme une lance. La réception impériale se tenait au palais des Tuileries. Ministres et maréchaux étaient réunis. Dans l'immense salle de bal, des centaines de bougies brûlaient dans les lustres. Leur lumière se reflétait sur le parquet éblouissant les yeux. Béranger était assis en tête de la table des dignitaires militaires. J'ordonnai à Ambroise et Cyprien de prendre leur place, tandis que j'attendais dans un salon adjacent qu'on ajuste ma coiffure. Léontine m'aidait à lisser ma traîne et murmura « Mère, je me suis renseignée, Théobald est ici ce soir. » L'empereur, par respect pour les mérites de ses ancêtres, lui a accordé une place tout au bout de la table et il a amené Olympe. Elle est maintenant sa femme légitime. Il a régularisé le mariage il y a 3 ans. En entendant cela, je me contenta de tressaillir d'un coin de la lèvre. Les portes s'ouvrirent. Un laquais accourut et s'inclina. « Madame la duchesse, sa majesté, vous attend dans la grande salle. » Je me levai et ajustai mes dentelles. « Allons-y. » Les doubles portes de la salle s'ouvrirent lentement. Le brouhaha cessa instantanément. Ce n'était pas un silence total. Simplement, le bourdonnement des voix s'était d'un coup assourdi,
comme l'eau dans laquelle on jette une pierre. Son Excellence la duchesse Léocadie de Linières, dame du palais. La voix tonitruante du maître de cérémonie résonna sous les voûtes. J'entrai. L'ourlet de ma somptueuse robe de cour frôlait le parquet. À chaque pas, les bijoux dans mes cheveux émettaient un léger tintement. Ambroise et Cyprien marchaient de chaque côté, légèrement en retrait. Léontine marchait la dernière, le dos encore plus droit que ses frères. De part et d'autre, les dignitaires se levaient et s'inclinaient. « Madame la duchesse, mes respects. Nous avons tant entendu parler de vous. » Je hochai légèrement la tête, regardant droit devant moi, et j'avançais pas à pas dans l'allée centrale. Quelque part à mi-chemin du coin de l'œil, je remarquai une table dans le coin le plus éloigné à gauche. Théobald y était assis. Il tenait une coupe de vin à la main et disait quelque chose à son voisin. Quand mon nom fut prononcé, il s'était figé, mais ne s'était pas retourné tout de suite. Le nom de Linières lui était probablement inconnu ou oublié, et puis il tourna la tête. Je vis son visage. D'abord, il y eut une curiosité polie, qui est cette dame du palais, qui s'est illustrée dans les Alpes. Ensuite, la perplexité d'où connaît-il ce visage, et enfin, ses yeux s'écarquillèrent. Ses pupilles se contractèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Le sang quitta instantanément son visage, le rendant gris cendre. La coupe glissa de ses doigts, heurta la table, roula sur le sol et se brisa. Le vin éclaboussa ses culottes claires, laissant une tache sombre. Tout le monde à table se tourna vers lui, mais il ne s'en aperçut même pas. Il me regardait sans ciller. Ses lèvres tremblèrent et il émit un son presque inaudible. Léocadie. Personne ne fit attention, car le son fut noyé par la musique de l'orchestre. Olympe, en revanche, réagit violemment. En voyant mon visage, elle bondit de sa chaise, comme frappée par la foudre. Pointant un doigt accusateur vers moi, elle hurla. « Un fantôme, un fantôme !» Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers le coin le plus reculé. Olympe était blanche comme la craie. Elle tremblait, et son doigt tendu s'agitait. Théobald l'attrapa par le bras, essayant de la faire asseoir, mais ses propres mains tremblaient aussi. Je passais devant eux. L'ourlet de ma robe frôla les éclats de verre à ses pieds. Je ne lui jetai pas même un regard. Je m'approchai du trône et fis une profonde révérence devant l'empereur. Derrière moi, quelqu'un avait fait rasseoir Olympe. Une certaine agitation régnait dans le coin. Mais tout ce bruit était insignifiant comparé à la cérémonie de remise des insignes qui commençait. Sa Majesté m'indiqua de m'asseoir à côté de Béranger à la place d'honneur. Béranger me jeta un coup d'œil en biais et murmura « Devine quelle tête fait Théobald en ce moment. » Pas besoin de deviner. Je pris ma coupe, sûrement pas la même que lorsqu'il me regardait à travers le feu. Après la réception, je sortis avec mes enfants par une porte latérale du palais et nous marchâmes le long du grand couloir vers nos calèches. Nous n'étions pas encore arrivés à la sortie que des pas précipités résonnèrent derrière nous. « Léocadie, Léocadie, arrête-toi !» Je ne m'arrêtai pas. Ambroise se retourna et lança froidement « Continuez !» Les pas se rapprochaient et une main se tendit pour attraper ma manche. Côme surgit comme de nulle part et d'un geste sec repoussa cette main. Un claquement sonore. Théobald chancela, recula de 2 pas en se tenant le poignet rougi et regarda avec stupeur l'homme en drap sombre qui me barrait la route. « Qui es-tu? Comment oses-tu m'arrêter ?» Côme resta silencieux. Il est muet naturellement, il ne parlera pas. Mais sa main se posa sur la garde de son sabre. Ses jointures blanchirent. C'est alors seulement que je m'arrêtai et me retournai. Théobald se tenait dans la lumière des candélabres. Ses vêtements étaient défaits, son front en sueur. Ses yeux étaient rougis, ses lèvres tremblaient. Un peu plus loin, Olympe s'appuyait contre une colonne. Sa poudre avait coulé avec ses larmes. Léocadie. Sa voix était rauque. « Tu n'es pas morte? Comment peux-tu être en vie ?» Je le regardai en silence. 5 ans. Il fit un pas en avant mais buta contre le fourreau de Côme. « Je croyais que toi et les enfants aviez péri dans ce feu. J'ai porté le deuil pendant 5 ans. Je vous ai fait ériger un monument sur les cendres de la chapelle.
Je t'en suis infiniment reconnaissante, répondis-je. Il fut décontenancé. Léocadie, écoute-moi, cet incendie était un accident. Je ne voulais pas partir le premier, mais Olympe attendait un enfant. Je n'avais pas le choix. Monsieur le baron, le coupai-je. Il s'étrangla à cette appellation. Autrefois, je l'appelais mon époux, puis mon ami, mais jamais simplement Monsieur le baron. Ce qui appartient au passé ne mérite pas d'être mentionné. Non, écoute-moi jusqu'au bout. Son ton devint soudain précipité, et son regard changea. Du choc, il passa au calcul ce même regard calculateur que je connaissais trop bien. Léocadie, tu es mon épouse légitime devant Dieu. Tu as donné des enfants à la maison de Vaudémont. Maintenant tu es duchesse dame du palais. C'est une immense joie pour toute la famille. Ma famille, notre famille. Quelle votre famille ? Intervint soudain Ambroise. Sa voix était glaciale, comme le vent des Alpes. Théobald regarda Ambroise, la bouche entr'ouverte. L'adolescent, d'à peine 12 ans, faisait une tête de moins que lui. Mais ses yeux, les mêmes yeux que Léocadie le fixait, avec une indifférence de marbre, comme on regarde un objet brisé. Ambroise. Le ton de Théobald s'adoucit. Il tendit la main pour caresser la tête de son fils. « Mon fils, ton père est en tort envers toi. »« Père !» Ambroise esquiva sa main. « Mon nom de famille n'est pas de Vaudémont, » déclara le garçon. La main de Théobald resta figée en l'air. Olympe se précipita en avant. Des larmes coulaient sur son visage. Sa voix était stridente. « Léocadie, quelle cruauté mettre en scène ta propre mort pendant 5 ans, forçant Théobald à souffrir de culpabilité et d'insomnie. C'est une trahison envers ton mari, un crime contre le devoir conjugal. Tais-toi. » Léontine sortit de derrière mon dos. La fillette posa les mains sur les hanches et dit d'un ton ferme. « Depuis quand ma mère est-elle une traîtresse ? Tu as volé le mari d'une autre, et maintenant c'est toi qui te plains. » Olympe s'étouffa devant les paroles de l'enfant, puis se tourna vers son mari. « Théobald dit quelque chose. Elle est ta femme. Selon les lois du Code civil, une femme qui s'enfuit avec ses enfants, sous un faux nom pendant 5 ans, est une criminelle. Tu peux la traîner en justice. » Théobald serra les dents, se redressa, et sa voix se durcit soudain. « Léocadie Olympe a raison, tu es ma femme. Dans la vie comme dans la mort, tu appartiens aux de Vaudémont. Puisque tu as obtenu des titres et des brevets pour tes armes, tu as le devoir de retourner à la maison avec les enfants, de partager ta richesse et ta gloire avec ton mari. C'est la loi et l'ordre de la société. » Le silence tomba dans le couloir. Je baissai la tête et j'eus un petit rire. Pas amer, pas glacial. Je trouvais cela réellement comique. « Monsieur le baron. » Je le regardai dans les yeux. « Pesez vos mots. » Son visage se figea. Je sortis de ma manche un document et le déroulai sous son nez. C'était un acte juridique. En bas, il y avait sa signature, la mienne, et le cachet de cire de la préfecture de police de Paris. La date remontait à 3 jours avant l'incendie. Cet acte de séparation de corps et de biens a pris effet il y a 5 ans, dis-je, d'une voix calme mais distincte. Désormais, mon nom est de Linière. Plus rien ne me lie à votre famille. Théobald fixa le papier jauni. Le sang quitta de nouveau son visage. Impossible! C'est impossible! Je n'ai jamais signé cela. Vous avez signé. J'ai rangé le document après que vous avez bu 3 bouteilles de vin. Vous avez probablement cru que c'était une reconnaissance de dette de jeu ou la note d'un tripot. Ses lèvres tremblèrent, mais il ne put prononcer un mot. Côme, la main sur son sabre, fit un pas en avant. Bien qu'il fût muet, sa seule démarche dégageait une telle aura d'autorité que Théobald et Olympe reculèrent de 3 pas. Je me retournai et rajustai mes manches. « Ambroise, Léontine, Cyprien, on y va !» Les 3 enfants firent demi-tour comme un seul homme et emboîtèrent mon pas. Derrière nous, Théobald hurlait « Léocadie, reviens, tu ne peux pas me faire ça !» Je ne me retournai pas. Devant les grilles du palais, la lune inondait le sol de sa lumière argentée. La cloche matinale du Sénat impérial n'avait pas encore sonné quand Berenguer se leva au centre de la salle.
Il portait son uniforme de parade de général. Dans ses mains, il tenait un épais dossier dont la couverture indiquait « Incendie volontaire et tentative d'assassinat ». Je n'ai pas assisté à la séance, mais ce rôle Béranger devait le jouer mieux que moi. J'étais assise avec les enfants dans le carrosse devant les grilles du Sénat. Les rideaux étaient entr'ouverts, laissant échapper les voix. Léontine se serra contre moi. « Mère, depuis combien de temps oncle préparait-il cela ?»« 3 mois, répondis-je. Depuis le jour où le décret était arrivé, la collecte des preuves avait été organisée par Léontine. La fillette, qui dirigeait une guilde marchande depuis 5 ans, avait tissé un réseau invisible d'informateurs dans les boutiques de la capitale. À son retour, elle avait mis 10 jours pour retrouver le témoin clé de l'incendie, le domestique Pierre. Ce même Pierre qui avait mis le feu à la chapelle. Après l'incendie, on lui avait donné de l'argent pour son silence et on l'avait chassé du domaine. Il avait ouvert un cabaret en banlieue. En 5 ans, l'argent s'était évaporé. Le cabaret faisait faillite. Les hommes de Léontine l'ont trouvé alors qu'il était assis sur le pas de sa porte, ne sachant pas comment payer son loyer. 1000 francs sur la table, plus un billet pour le sud. Pierre n'hésita pas longtemps et déballa tout. L'incendie avait été commandité par Olympe. Le point de départ était de l'étoupe imbibée d'huile de lampe cachée sous l'autel. La porte latérale, c'est lui qui l'avait verrouillée. Olympe lui avait dit « Personne ne doit survivre ». Ces dépositions avaient été consignées scellées d'une empreinte digitale et jointes au rapport de Béranger avec les restes de la chaîne en fer exhumé des ruines de la chapelle, ainsi que le témoignage de l'ancienne servante. D'Olympe, 17 pages, et sur chacune, le sceau de la police de la capitale. La voix de Béranger résonnait égale et puissante en lisant les chefs d'accusation. Je n'entendais pas les détails, mais après chaque paragraphe, un silence lourd s'abattait sur la salle, suivi d'un murmure d'indignation. Une demi-heure plus tard, on entendit le bruit d'une porcelaine qui se brise. Apparemment, l'empereur ou le président du Sénat venait de casser quelque chose de rage. Puis, la réprimande du greffier, le silence. Et alors, retentit la voix de Théobald. Même à travers les murs épais, je reconnus ces notes de panique. Messieurs les sénateurs, c'est une calomnie. L'incendie était accidentel. Je ne savais rien. Comment aurais-je pu faire du mal à ma femme et à mes enfants? La voix de Berenguer frappa aussitôt. Baron de Vaudémont, votre femme et vos enfants brûlaient, et vous sauviez votre maîtresse. La déposition d'Olympe la chaîne en fer, tout est là. Vous ne saviez pas. Alors, pourquoi avez-vous dit à votre intendant qu'il patiente? Qu'attendiez-vous? Qu'il soit réduit en cendres? Un silence de mort régna dans la salle. Je fermai les yeux et m'adossai au siège. Ambroise demanda doucement. « Mère, tu ne veux pas entrer pour voir. » Inutile. Ce que j'entends suffit. Environ 1 heure plus tard, les portes s'ouvrirent. Les gardes firent sortir la femme par une issue latérale. Olympe était ébouriffée. On la traînait par les bras. Elle se débattait et hurlait. Le son ressemblait au grincement d'un clou sur du fer. « Théobald, sauve-moi. Tu me l'avais promis. Tu avais dit que tu me protégerais. » Personne ne lui répondit. Théobald fut conduit séparément, les mains liées dans le dos. Sur son front se trouvaient des écorchures. Il s'était probablement blessé en suppliant qu'on l'épargne. Il marchait en silence, la tête basse. Quand il passa devant notre carrosse, ses pas étaient incertains, comme ceux d'une marionnette dont on a coupé les fils. Il ne leva pas les yeux, mais Cyprien entr'ouvrit le rideau et le regarda froidement. Le garçon de 11 ans, en uniforme de sous-lieutenant, le regarda sans haine, seulement avec l'indifférence d'un étranger. Le cas de Théobald fut ajourné pour vérification des preuves. Il fut placé en détention, mais l'étouffement économique ne nécessitait pas de verdict. Léontine s'en chargea. En 5 ans, sa guilde marchande était passée du commerce de papier à la position de principal fournisseur de fer et d'outils agricoles des régions de l'Est. Les actifs de Vaudémont dans la capitale consistaient en une vieille forge et 2 boutiques de textiles. La forge survivait grâce aux commandes des paysans pour des charrues et des faucilles rapportant un maigre revenu.
Olympe gérait les boutiques de textiles de manière calamiteuse. Léontine fit 3 choses. Premièrement, la Guilde du Nord cessa toute fourniture de fer de charbon et de transport à l'ensemble des entreprises de Vaudémont. Deuxièmement, au nom de la duchesse, je déposais au ministère des Manufactures les documents pour breveter mes technologies impériales améliorées de fonte d'acier et de conception mécanique. Cela incluait les essieux composites et les amortisseurs en cuir. Le ministère confirma les brevets exclusifs. Troisièmement, Léontine envoya des hommes acheter un lot de charrues à la forge de Vaudémont et les soumit à l'expertise du ministère. Il s'avéra que les techniques de forge reproduisaient exactement mes inventions. En fait, il y a 3 ans, la forge avait embauché des maîtres ouvriers qui travaillaient auparavant avec ma guilde frontalière. Le ministère délivra un ordre de fermeture définitive de la forge de Vaudémont pour vol de technologie militaire. Tout cela prit 5 jours. Le soir du 5e jour, j'étais assise au premier étage d'un salon de thé face à l'hôtel particulier des de Vaudémont et je buvais un thé. Sur les portes de la forge pendaient des scellés rouges de cire. Devant les portes se tenaient 3 gendarmes. Les forgerons sortaient avec leurs affaires. Certains juraient, d'autres soupiraient. Devant l'entrée principale de l'hôtel, la situation n'était pas meilleure. Une demi-douzaine de créanciers avec des reçus s'y étaient rassemblés. Un grand gaillard hurlait. « Le baron me doit 300 francs pour la livraison. Ça traîne depuis 8 mois. S'il ne paie pas, j'enfonce la porte. » L'intendant Firmin, ce même vieillard, se tenait derrière le seuil, essuyant sa sueur, et répétant seulement « Monsieur le baron n'est pas là. » Je bus une gorgée de thé. Léontine était assise à côté feuilletant un grand livre de comptes. « Mère, il a moins de 800 francs en caisse et des dettes s'élevant à plus de 4000. Les boutiques de textiles sont en déficit pur. À ce rythme, il tiendra tout au plus 2 mois. »« Ne nous pressons pas, dis-je. Laissons-le mijoter dans son jus. » Léontine referma le registre. « Mère, tu le hais. » Je réfléchis. « Non, répondis-je. Haïr demande trop d'énergie. Je récupère simplement mon dû. » Je me levai. Rentrons dessiner. Nous devons moderniser un nouveau type de chariot. L'hiver arriva tôt cette année-là. Fin octobre, les départements de l'Est furent recouverts de neige, les routes bloquées. Les approvisionnements en blé de l'État restèrent bloqués au point de transbordement. La famine et les morts de froid commencèrent à se multiplier. L'empereur tempêtait lors des conseils des ministres. Le ministre des Finances se justifiait en disant que les convois étaient bloqués dans les neiges du Jura et des Vosges. Les roues étaient prises dans la glace. On ne pouvait pas les en sortir. Quand la nouvelle nous parvint, j'étais en train de tracer un plan. Ambroise m'apporta le journal. L'Est est enseveli sous la neige. Les convois sont à l'arrêt. Je posai ma plume, lus. Le journal gardait le silence, puis sortit une feuille de parchemin vierge. « Préparez l'encre, commandai-je. 3 jours et 3 nuits durant, je ne dormis pas. Je concevais un convoi de traîneaux d'une architecture spéciale avec des brise-glaces. L'idée était simple. Remplacer le cerclage de la roue par des patins de fer courbés munis de dents à l'avant pour briser la glace, sous le poids du chariot et la traction du cheval. Le dispositif brisait la glace et creusait une ornière. La principale difficulté résidait dans le calcul de l'angle d'inclinaison des dents et de la courbure du patin. La moindre erreur et le chariot se renverserait. Au matin du 4e jour, le plan était prêt. Je me rendis au palais et le remis en personne à l'empereur. Le souverain ne comprenait pas les plans techniques, mais il convoqua les ingénieurs de l'arsenal. Ils furent stupéfaits. Ils déclarèrent que si l'on construisait cela, le problème serait résolu. « Nous le ferons, dis-je. Donnez-moi 50 forgerons, et dans 3 jours vous aurez la première flotte. » L'empereur me confia les meilleurs artisans et ordonna la livraison de milliers de kilos d'acier de première qualité. 3 jours plus tard, 20 de ces véhicules furent testés aux portes de Paris. Les dents de fer labouraient la terre gelée, comme des charrues laissant derrière elles un sillage droit. Je pris personnellement la tête du convoi. Béranger m'avait fourni une escorte de cavalerie. Côme chevauchait à mes côtés, en silence tout le long du trajet, ne descendant de cheval que dans les passages périlleux
pour vérifier la route. Les vents des massifs montagneux nous faisaient perdre l'équilibre. Les traîneaux avançaient pouce par pouce dans un crissement de métal qui résonnait dans les vallées. En 7 jours, le grain fut livré aux préfectures. La nouvelle du sauvetage des affamés parvint à la capitale. Le peuple exultait. Dans les églises de Paris, on allumait des cierges pour la santé de la duchesse de Lignières. Les lettres de remerciement pleuvaient au palais d'Anse comme la neige. L'empereur déclara en conseil « Une telle femme vaut une armée de 100 000 hommes ». Ce fut précisément à cet instant que le Sénat présenta pour signature la décision finale concernant l'affaire de l'incendie vieille de 5 ans. Le moment était parfait. Compte tenu de l'opinion publique et des preuves accablantes, l'empereur signa personnellement le verdict Olympe, instigatrice de l'incendie et de la tentative d'assassinat sur la personne d'une dame du palais, était condamnée à la pendaison lors des exécutions. Taux. D'automne. Théobald de Vaudémont. Complicité. Dissimulation de crime, abandon de famille en danger de mort. Déchu de ses titres, rétrogradé au rang de roturier. Confiscation de tous ses biens pour éponger ses dettes et abonder le fonds de secours aux victimes de l'hiver. Le jour du prononcé de la sentence, je réglais le mécanisme d'une nouvelle baliste dans l'atelier. Ambroise m'apporta la nouvelle. Je hochai la tête et repris mon travail. Le jour de l'exécution, je ne me rendis pas sur la place de l'échafaud. Léontine y alla. Elle raconta que lorsqu'Olympe fut conduite au gibet, elle était échevelée la peau jaune maigre à faire peur. Elle n'arrêtait pas d'appeler Théobald à s'en briser la voix. « Est-il venu » demandai-je. « Il est venu » répondit Léontine. Il se cachait tout au fond de la foule, le chapeau rabattu sur les yeux. Quand le bourreau lui a passé la corde au cou, il s'est retourné et a pris la fuite, sans même un regard en arrière. Je gardai le silence. « Exactement comme autrefois » dis-je. Léontine ne comprit pas. Elle me regarda. Je n'expliquai pas. Il y a 5 ans, il nous avait abandonnés pour fuir. Aujourd'hui, il la laissait pour fuir. Certains hommes ne changent jamais. Avec l'arrivée de l'hiver, la première neige tomba. L'hôtel particulier des de Vaudémont fut confisqué et Théobald déménagea dans une dépendance en ruine dans les faubourgs sud de Paris. La clôture était effondrée, le toit perçait, la porte bricolée avec de vieilles planches. C'est aussi Léontine qui m'en informa. Ces informateurs étaient partout. Qui il voyait ce qu'il mangeait, tout atterrissait sur mon bureau. « Mère, il n'est même plus un concurrent », ajouta-t-elle. Je ne répondis rien, rangeai le papier dans un tiroir et continuai à dessiner. En novembre, l'empereur présida la cérémonie d'hiver à la cathédrale Notre-Dame. Toutes les dames de la haute société étaient présentes. Après l'office, le cortège traversa la ville. J'étais assise dans le carrosse. Ambroise et Cyprien chevauchaient de chaque côté. La garde marchait dans la neige, au pas cadencé. Au carrefour, le cortège s'arrêta brusquement. « Que se passe-t-il » cria Ambroise. « Monsieur, il y a un homme à genoux au milieu de la route. Il refuse de s'en aller. » J'entr'ouvris le rideau. Dans la neige, un homme était à genoux. Un manteau trouait les cheveux hirsutes, la barbe non taillée. Il était agenouillé dans une flaque glacée. Ses pantalons étaient trempés de part en part. Ses doigts rougis par les engelures s'enfonçaient dans la boue. C'était Théobald. Il leva la tête et vit mon carrosse. Ses yeux, que j'avais connus pendant 7 ans, étaient maintenant enfoncés dans leurs orbites et injectés de sang. De son visage, il ne restait que les os. Ses lèvres étaient gercées. Il rampa en avant, laissant 2 sillons dans la neige avec ses genoux. Les gendarmes lui barrèrent la route. « Écartez-vous » râla-t-il. « Je veux la voir. » Le gendarme croisa les sabres. Cortège de Madame la Duchesse reculait. Je ne suis pas un étranger. Sa voix se brisa dans un cri hystérique. « Elle est ma femme. Ces 3 enfants sont mon sang. Je suis leur père. » Le gendarme regarda vers le carrosse interrogateur. J'attendis quelques secondes, puis je dis « Laissez-le passer ». Théobald rampa jusqu'au carrosse. Il leva les yeux vers les pompons dorés. Les larmes et la morve se mêlaient sur son visage crasseux. Léocadie, sa voix tremblait comme une feuille morte dans le vent. « Je t'en supplie pour l'amour des enfants. Donne-moi une chance de survivre. » Je le regardais. Le soleil brillait faiblement, projetant de lui une ombre longue,
et fine semblable à une branche morte. « Quelle chance espères-tu » demandai-je. « Je n'ai plus rien. Plus de titres, plus d'argent, plus de maison. Olympe n'est plus là non plus. Je vis dans des ruines, je mange une fois par jour quand ce n'est pas moins. Léocadie, je sais que je suis coupable. J'ai été aveugle. Je n'ai pas agi comme un être humain. Mais souviens-toi, nous étions mari et femme. Pour Ambroise, Cyprien, Léontine, donne-moi un morceau de pain. J'accepterai n'importe quoi. Je laverai les sols chez vous. » Il tendit une main sale vers le bord de mon carrosse. Côme sortit de derrière la calèche et lui écrasa le poignet sous sa botte. Théobald leva la tête et le reconnut. Ce même serviteur muet. Seulement maintenant, Côme ne portait plus de chemise grise, mais un somptueux uniforme sombre, avec un sabre de cavalerie à la taille. Il ne ressemblait en rien à un laquais. Ambroise s'approcha, faisant barrage avec son cheval. « Assez. » L'adolescent de 12 ans le regarda de haut. « Tu as perdu le droit de te faire appeler père il y a 5 ans. N'ose pas gâcher l'humeur de ma mère. »« Et mon fils ?» Théobald regarda le garçon. Dans ses yeux, il y avait de la douleur et des remords. « Ambroise, je suis ton père. Le sang des Vaudémont coule dans tes veines. »« Je suis un de Lignières, » l'interrompit sèchement Ambroise. « Tu ne m'as donné qu'un incendie et ces mots qu'il patiente. C'est tout ce que j'ai reçu de toi. » Les lèvres de Théobald tremblèrent. Il ne trouva rien à répondre. Je regardai cette scène, puis je sortis un objet de ma poche. Un peigne en or en forme de fleur, avec une fine gravure Théobald à Léocadie jusqu'à la fin des temps. C'était ce qu'il m'avait lui-même épinglé dans les cheveux le jour de notre mariage, et c'était le seul objet des deux Vaudémont que j'avais sauvé du feu. Non par sentimentalisme. Je savais qu'un jour, il me servirait. Je levai le peigne, dont l'or jetait un éclat froid sous le soleil d'hiver. La gravure était presque effacée, mais encore lisible. Les yeux de Théobald s'illuminèrent. C'était le regard du naufragé qui aperçoit une planche de bois. Léocadie, tu l'as gardée. Tu l'as gardée. Une lueur d'espoir fou passa dans sa voix. Il s'imaginait que, puisque j'avais conservé le peigne, cela signifiait que je n'étais pas indifférente. Je fixai cette misérable lueur dans ses yeux et j'ouvris les doigts. Le peigne glissa, tournoya dans les airs et tomba dans la boue neigeuse, juste devant la roue du carrosse, avec un bruit mat. Par réflexe, Théobald se jeta en avant pour le ramasser, mais à cet instant, un cheval noir passa au trot. Côme dirigea sa monture de façon à ce que le sabot ferré s'abatte avec un craquement exactement sur le peigne d'or. L'or céda, le peigne se brisa en 3 morceaux. La fleur fut aplatie et enfoncée dans la fange. La gravure, jusqu'à la fin des temps, fut réduite en poussière par le fer du sabot. Les éclats dorés se mêlèrent à la boue devenant indiscernables de la saleté environnante. La main de Théobald resta suspendue en l'air à un pouce des débris. Il retira lentement son bras et me regarda. Je le regardai aussi. « Ancien baron, dis-je d'une voix calme, il y a 5 ans, vous avez fui, et vous avez vécu confortablement. Et moi, je vous ai offert ces 5 années de tranquillité, pour que vous pensiez vous en être tiré à bon compte. » Il se recroquevilla dans la neige telle une limace sans coquille. Certaines choses, lorsqu'on les brise, le sont pour toujours. Je baissai le rideau. Comme ce peigne. Même si vous grattez la boue pour récupérer l'or pépite par pépite, vous ne pourrez jamais le reconstituer. La calèche s'ébranla. Les 16 chevaux tirèrent doucement l'équipage, dépassant l'homme agenouillé dans la boue. Les pompons dorés glissèrent au-dessus de sa tête. La neige se remit à tomber. Elle recouvrit rapidement les épaules de Théobald d'une couche blanche. Les éclats d'or dans la boue furent ensevelis sous la neige, jusqu'à disparaître totalement dans la blancheur. À l'arrivée du printemps, je soumis au Conseil d'État une pétition qui ne parlait ni de canon ni d'acier. C'était un projet de loi. L'objet, un décret instaurant le droit pour les femmes séparées et les veuves de posséder, de gérer et d'hériter de leurs biens de manière indépendante. Selon les anciennes lois, la dot de la femme passait sous l'usufruit de la famille du mari. En cas de séparation de corps, le mari décidait souvent de la restituer ou non.
Les biens de la veuve étaient contrôlés par l'homme le plus âgé de la belle famille. En d'autres termes, tout ce que la femme gagnait ou recevait ne lui appartenait pas vraiment. Cette loi coupait toute retraite à des milliers de femmes. Si j'avais pu survivre, c'était uniquement parce que j'avais mon titre, mon frère duc et général, et la protection secrète du prince. Mais toutes les femmes n'avaient pas un tel appui. Au Sénat, une tempête éclata. Les conservateurs hurlaient à la destruction des fondements de la société. Ambroise, qui travaillait déjà comme adjoint au secrétariat de l'Assemblée, monta à la tribune. Il présenta des données économiques. La contribution des femmes ouvrières et patronnes sur 5 ans. Un conseiller d'État rétorqua. « Votre mère est une héroïne. C'est une exception. Toutes les femmes ne savent pas fondre des canons. » Ambroise répondit froidement. « Les hommes se comptent aussi par millions, mais tous ne siègent pas. Au Sénat, la loi protège des droits, pas des talents. » L'empereur ne donna pas de réponse immédiatement, mais Léontine découvrit l'essentiel. Les caisses de l'État étaient vides après les dépenses engagées pour pallier les effets de l'hiver désastreux. Si les femmes pouvaient posséder des biens de façon indépendante, elles paieraient des impôts de façon indépendante. L'assiette fiscale s'élargirait d'un tiers. « Ce n'est pas une question de morale, avais-je dit à l'entourage impérial. C'est une question d'économie. » 3 jours plus tard, la loi fut promulguée. Dans les salons de thé et sur les marchés de la capitale, cela fit grand bruit. Certains juraient, d'autres pleuraient sur la décadence des mœurs. Mais beaucoup de femmes, celles qui servaient le café ou qui lavaient les sols, échangeaient des regards et presque imperceptiblement souriaient. J'ai vu ces sourires. Le 7e jour, après l'adoption de la loi Côme, vint me rendre visite. Plus exactement le prince Lothaire du sang impérial. Il ne portait plus sa chemise grise et ne feignait plus d'être muet. Vêtu de son grand uniforme rouge de hussard, couvert de décorations, il entra ouvertement dans la cour de mon hôtel particulier, escorté par sa propre garde d'honneur. Léontine hoqueta. « Mère Côme, c'est le prince Lothaire. »« Je sais, » répondis-je calmement. « Je l'ai su dès le 1er jour. Et tu n'as rien dit. Qu'il fende du bois si ça lui plaît. »« Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Lothaire entra dans le grand salon. Ambroise, Léontine et Cyprien se mirent debout derrière moi. Il regarda les enfants puis moi, et fit alors ce à quoi je ne m'attendais pas. Il posa un genou à terre. Dans le salon, le silence se fit, on n'entendait plus que le chant des oiseaux à l'extérieur. Il sortit un écrin de son vêtement. Un diadème en or serti d'un rubis gros comme un œuf de caille qui chatoyait dans les rayons de la lumière. « Léocadie, commença-t-il. Pour la première fois en 5 ans, j'entendais sa voix profonde, légèrement rauque, comme le vent des montagnes. Pendant 5 ans, j'ai été à tes côtés, fendant ton bois, limant tes pièces mécaniques. J'ai maintes fois réfléchi à la façon de te parler, mais à chaque fois que je te voyais courbé sur tes plans, je me rendais compte que je n'en étais pas encore digne. » Il leva le diadème. « Aujourd'hui, tu as changé les lois de l'Empire. Tu as offert une issue de secours à toutes les femmes de ce pays. Je crois que maintenant je peux parler. Je trouvais cela comique. » Un prince de sang à genoux au milieu du salon, avec une couronne entre les mains, tel un subalterne. « Tu as passé 5 ans à genoux devant le poêle, dis-je. Une fois de plus ou de moins. » Il fut décontenancé, puis il éclata de rire. C'était son premier sourire en 5 ans. « Alors acceptes-tu ou non ?» demanda-t-il. Je jetai un coup d'œil aux enfants. Ambroise eut un léger sourire. Cyprien eut un petit rire et croisa les bras. Léontine, elle, me poussa simplement dans le dos si bien que je fis un pas en avant. « Lève-toi » dis-je, en tendant la main. Il la prit, se releva, mais ne me posa pas le diadème sur la tête tout de suite. D'abord, il se pencha et lissa avec soin un pli de ma robe que Léontine avait froissé avec autant de délicatesse que s'il manipulait le joyau le plus précieux du monde. Et ensuite seulement, il posa le diadème sur ma tête. Il était lourd, mais ce n'était pas le poids d'un devoir subi. C'était le poids d'un choix consenti. Et j'avais choisi de l'accepter. Le soleil tombait sur nous deux. Pas de larmes, pas de regard baissé, en signe de soumission. Nous nous regardions d'égal à égal. Derrière, Léontine murmura. Elle aurait au moins pu dire un petit mot affectueux. Ambroise lui fit signe de se taire.
Chutaistoi. Eisler tultoi. L'automne à Paris est la plus belle des saisons. Le ciel est limpide, les feuilles des marronniers et des platanes ont jauni et tombent sur les pavés de la rue de Rivoli comme de l'or répandu. Je me tenais sur le rempart d'une de nos nouvelles manufactures aux portes de la ville. Au lieu de mes lourdes robes de cour, je portais un tailleur de drap confortable avec un crayon au fusain glissé dans la ceinture. À côté de moi se tenait Lothaire, la main posée par habitude, sur la garde de son sabre. Il regardait vers le nord, et son visage était aussi serein que lorsqu'il se tenait devant son tas de bûches. « À quoi penses-tu » demandai-je. « À ce jour où tu m'as ordonné d'usiner cette petite pièce dentelée. Je l'ai limée en une demi-heure. Tu m'as dit que c'était pas mal, et tu m'en as donné 300 autres identiques à faire. » En bas sur la cour pavée, Ambroise débattait avec de jeunes parlementaires sur les nuances de la nouvelle loi, tapotant le papier de son doigt exactement comme je le faisais sur mon bureau. Un politicien de 12 ans. Un peu plus loin, Léontine étalait une carte marchande devant de riches banquiers, les abreuvant de chiffres. Et ceux-ci hochaient la tête fascinés. La jeune maîtresse de guilde de 10 ans. Et près du mur de pierre, Cyprien passait en revue des élèves officiers. L'officier de 11 ans scandait les ordres, et les soldats manœuvraient comme un seul homme. Tous les trois avançaient avec assurance sur la voie qu'ils avaient choisie. Je sortis un nouveau plan d'ingénierie. C'était la modification d'un équipage capable de transporter des charges lourdes à travers les montagnes les plus hostiles. Avec cela, les frontières de l'Empire seraient encore plus sûres. Lothaire jeta un coup d'œil, n'y comprit strictement rien, mais hocha gravement la tête. « Tu as besoin que je fende du bois ?» ?»« Non, répondis-je. J'ai besoin de 3000 quintaux d'acier. Ce sera fait. » Il fit mine de se retourner. « Attends !» Je sortis mon mouchoir et le lui tendis. Le tissu portait des traces de poussière de fusain. « Tu as sali ton nez en regardant par-dessus mon épaule. » Il se frotta le nez étalant la tache noire. « Toi aussi, » répondit-il en montrant mon visage. Je regardai mes doigts couverts de graphite. Nous étions là sur le rempart et nous éclatâmes de rire. « Mère !» cria Léontine d'en bas ayant fini avec les banquiers. « Vous en avez encore pour longtemps là-haut. Le déjeuner va refroidir. »« On arrive !» criai-je en roulant mon plan. « Pourquoi te presser? Ce ne sera pas notre dernier déjeuner. » Le soleil brillait avec éclat et les feuilles d'automne tournoyaient doucement dans l'air, recouvrant Paris d'un manteau d'or pur.